En Tunisie, les dirigeants des 350 municipalités doivent être élus très bientôt. C'est ce qu'a indiqué l'instance chargée des élections. Aussi, tous les recours contre le scrutin du 6 mai ont-ils été rejetés. Au Niger, une mission de l'OIF était dans le pays. Elle a rencontré les différents acteurs politiques. Objectif, trouver un consensus sur le controversé code électoral et la composition de la CENI. En football, le championnat national de première division au Burkina Faso a connu son épilogue à l'issue de la 30e journée. Un titre enlevé par l'ASFP, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle session de l'information. Merci de nous préférer pour vous informer. Les dirigeants des 350 municipalités tunisiennes doivent être élus ces prochaines semaines. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi l'instance chargée des élections. L'ISI a par ailleurs annoncé que tous les recours contre le scrutin du 6 mai, les premières municipales libres en Tunisie, avaient été rejetés. Reportage. L'instance supérieure indépendante des élections a indiqué que les conseils municipaux avaient 21 jours pour se réunir et élire leur maire à partir de la parution des résultats au journal officiel, dont nombre ont déjà été publiés ces derniers jours. Pour Tunis, dont les résultats ont été publiés au journal officiel le 8 juin, les conseillers municipaux doivent être conviés à élire leur maire avant la fin du mois. Le nombre de recours s'élève à 43 concernant ces élections municipales. Ces recours sont passés par le tribunal de première instance et en appel. Tous ces recours ont été refusés sur le fond et sur la forme. Quand les décisions de l'ISI sur les résultats seront publiées au journal officiel, il ne faudra pas dépasser 21 jours pour que le gouverneur appelle à la réunion des conseils municipaux pour élire les maires et leurs conseillers. En nombre de sièges, les listes indépendantes sont arrivées en tête avec 2373 sièges, a-t-il indiqué, tandis que le parti islamiste Ennahda a obtenu 2139 sièges et le mouvement présidentiel Nida Tounes 1600 sièges. Ces deux partis sont alliés au pouvoir, mais ils seront en concurrence pour les législatives et la présidentielle prévues en 2019. Un contexte compliqué pour mettre en place les alliances, alors que dans la plupart des villes, aucun parti n'a la majorité requise. Le taux d'abstention définitif s'est situé à 64,4% des 5,3 millions d'électeurs inscrits dans un pays de 11 400 000 habitants. Cette abstention massive, notamment chez les jeunes, s'explique par une méfiance envers la classe politique aux manettes depuis le printemps arabe et des difficultés économiques qui perdurent. Au Niger, une mission de l'Organisation internationale de la francophonie conduite par le Béninois Robert Dossou vient de séjourner dans le pays. Elle a rencontré les différents acteurs politiques nigériens dans le cadre d'une médiation afin de trouver un consensus sur le controversé code électoral et la composition de la commission électorale nationale indépendante. Je vous propose de suivre le porte-parole du Front patriotique nigérien à la dernière coalition de l'opposition. Notons que le chef de la délégation de l'OIF n'a pas voulu se prononcer face à la presse, préférant réserver sa réaction à ses mandataires. Nous avons essentiellement évoqué la question électorale, où le principal problème réside dans le code électoral. Et nous avons expliqué à nos amis de l'OIF qu'il y a un sérieux problème de consensus à ce niveau et les fronts patriotiques rejettent dans sa forme actuelle le code électoral et donc partant de la CENI actuelle. La question est tellement importante, les élections futures seront un immense défi pour ces pays que toute volonté, qu'elle vienne de l'intérieur du pays ou de l'extérieur, nous ne pouvons que l'accueillir. Et ici, nous offrons en quelque sorte une chance à cette médiation pour qu'elle tente en tout cas de réunir ce qu'il est très difficile de réunir parce que, comme nous l'avons toujours dit, il y a un langage des sourds. L'OIF s'engage déjà à répertorier tous les points de vue et les amendements nécessaires. Il ne s'agit pas seulement de contester une loi électorale, il faut proposer quelque chose. C'est ce que nous avons fait, nous sommes prêts à transmettre un document article par article à l'OIF d'ici 3 jours.
nous pensons que, et là aussi nous l'avons évoqué, il ne faut pas qu'on traîne des mois et qu'après on se retrouve devant une impasse juridique au niveau des délais électoraux. Donc nous avons dit à l'OIF de tenir compte de cela. Nous sommes déjà prêts parce que si quelqu'un va dire qu'il a besoin du temps encore pour faire des propositions au niveau du code électoral, c'est que cette personne n'a pas vraiment vu ou lu ces documents qui datent maintenant depuis d'une année. Donc où tout le monde est prêt et on gagne du temps, où on va vers les pièges vers lesquels ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir veulent amener le Niger. Au Mozambique, la province de Macomia se souvient de la nuit du 4 juin. Un dernier des hommes armés de machettes sont entrés dans le village de Nondé. Ils y ont tué 7 villageois et incendié plus d'une centaine de maisons. Un drame qui a semé une certaine psychose au sein de la population de cette localité. Reportage. C'était une bourgade paisible de l'extrême nord du Mozambique, sans nom et sans histoire, jusqu'à ce que la semaine dernière, les islamistes la prennent pour cible et y sèment la mort et la destruction. Depuis, Macomia vit en état de siège. Dans la nuit du 4 juin, des hommes armés de machettes ont fondu sur le village de Naoundé, près de Macomia. Ils y ont tué 7 villageois et incendié plus d'une centaine de maisons. 2 jours après, au moins 5 autres personnes sont mortes dans les mêmes circonstances dans un autre hameau, Namaluko. Pour la population comme pour la police, aucun doute, les auteurs de ces attaques font partie des Shabab, ce groupe de jeunes musulmans radicaux qui fait régner la terreur depuis des mois dans la province du Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie. Eles primeiro atacaram uma aldeia vizinha. Les bandits ont d'abord attaqué le village voisin. À cause de ça, on était sur nos gardes, on était vigilants. On n'a pas dormi de la nuit, mais l'attaque a eu lieu. Eles são pouco fortes, são brancos, tinham levado pastas grandes. Ils étaient assez costauds, ils portaient de gros sacs. Ils ont commencé à brûler les maisons, dont la mienne. Ils ont pris tous mes habits et ont mis le feu dans ma cour et dans mes toilettes. E incendiaram o quintal e casa de banho. Inimigo que entra no bairro ou numa aldeia. Cet ennemi vient dans nos villages, ils effraient les gens, ils les tuent. On n'est pas protégé, on n'a pas d'armes pour se défendre. Ces Shababs se sont fait connaître en octobre en occupant pendant 2 jours la ville de Massemboa da Praia. Ces dernières semaines, leurs opérations se sont nettement intensifiées en nombre comme en violence. Fin mai, 10 de leurs victimes ont été retrouvées décapitées. En République démocratique du Congo, 82 personnes ont été tuées et 76 autres enlevées ou kidnappées au courant du mois de mai dans les provinces troublées du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans l'Est du pays. Il s'agit de chiffres annoncés dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, paru mercredi. 82 morts violentes, 42 enlèvements, 34 kidnappings et 35 affrontements entre belligérants ont été enregistrés en mai dans le nord et le sud Kivu, selon un rapport sur la sécurité dans ces 2 provinces réalisé par l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Le rapport révèle notamment que des hommes armés non identifiés ont abattu 10 civils le 20 mai dernier dans le village de Mangboko sur la route entre Beni et Oisha dans le nord du Nord Kivu. Le document indique également une augmentation des abus contre les civils. En mai, 8 civils ont été tués sur le seul territoire de Beni par des militaires congolais et 4 autres ont été grièvement blessés en marge du déploiement massif des forces de sécurité dans la région. 9 civils ont été massacrés dans la province voisine du Sud Kivu, dans le territoire d'Ouvira, lors d'affrontements à caractère communautaire entre les membres des ethnies Banyamulenge et Bafuliro. Rappelons que les provinces du Nord et du Sud Kivu sont en proie à des violences meurtrières de groupes armés nationaux et étrangers depuis plus de 20 ans. Une campagne de vaccination gratuite d'1 million de têtes de bétail a été lancée mercredi dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Le secteur de l'élevage y est sinistré en raison des attaques de djihadistes nigérians de Boko Haram. Images son.
À l'initiative du ministère camerounais de l'élevage et du Comité international de la Croix-Rouge, cette campagne de vaccination contre la peste est la première depuis 2 ans. Les premières doses de vaccins ont été administrées à plusieurs moutons et chèvres devant les caméras, plusieurs bergers ayant accouru avec leurs bêtes sur la place des cérémonies de Mémé. Les moutons souffrent beaucoup puisqu'ils ont la maladie, souvent leur ventre là, ça gonfle. Il y a aussi le truc là, les yeux. Souvent les yeux aussi leur dérangent. Et il y a aussi les boutons sur leur peau. Et c'est pourquoi on est venu vacciner nos moutons. Pendant la période de Boko Haram là, il y avait beaucoup de problèmes, surtout problèmes de vaccination des animaux. Ce n'était pas facile parce que les Boko Haram les empêchaient de se stabiliser pour vacciner les animaux. Cette opération, qui durera 1 mois, se traduira par la vaccination et le déparasitage d'1 million de têtes de chèvres et de moutons dans 2 départements de la région. L'objectif de chercher est d'éradiquer la peste des petits ruminants sur l'ensemble du territoire national. C'est ça l'objectif principal. Et là aussi de faire aussi augmenter les revenus des populations qui sont en conflit, dans les zones de conflit. D'après une enquête du ministère de l'élevage, les pertes directes du secteur de l'élevage liées aux attaques imputées à Boko Haram étaient estimées en mai 2016 à près de 55 milliards de francs CFA, auxquels s'ajoutent 8,5 milliards de francs CFA de pertes pour la pêche. L'étude précise également que depuis 2012, Boko Haram a volé ou tué dans la région camerounaise plus de 29 000 bovins, plus de 19 000 petits ruminants et plus de 4 000 volailles, alors que ces attaques ont provoqué la fermeture de 21 marchés à bétail, soit l'essentiel des points de vente existants dans la région. Je l'ai annoncé en titre, le championnat national de première division au Burkina Faso a connu son épilogue à l'issue de la 30e journée, une dernière journée du Faso Foot, mise à profit par la Ligue de football professionnelle pour consacrer l'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, vainqueur avant terme avec la remise du trophée au champion de la saison 2017-2018. Retour sur cet événement avec notre correspondant sur place, Claude Romba. Pour cette 30e et dernière journée du Faso Foot, les fonctionnaires de Bobo Dioulasso, champions depuis la 28e journée, ont eu les honneurs dus à leur rang. La aire d'honneur de Salitas, l'adversaire du jour pour un remake de la finale de la Coupe du Faso, avec un goût de revanche toutefois pour l'ASFB en jaune et noir. Si l'équipe de Salitas en orange et blanc montre très vite des velléités, mais c'est sans compter sur le goléador bobolais Cheikh Djibril Ouattara qui ne veut pas se laisser gâcher la fête. Il marque ses 14e et 15e buts de la saison pour une victoire 2-0 de l'ASFB sur Salitas FC. Le champion termine donc en beauté et c'est tout naturellement que les 2 équipes vainqueurs de la Coupe du Faso pour Salitas et l'ASFB champion reçoivent les félicitations du premier vice-président de la Fédération burkinabé de football. Laurent Blaise Kaboré remet au nom du président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, le trophée du vainqueur du champion national de première division saison 2017-2018 au capitaine de l'ASFB, Yaya Sanou, et à son président. ASFB champion du Faso Foot avec 60 buts, meilleure attaque du championnat, 38 buts marqués, avec à la clé le titre de meilleur buteur du Faso Foot pour son attaquant vedette, Cheikh Djibril Ouattara, 15 réalisations. Le champion empoche également une enveloppe de 12 500 000 francs. Les Buffles de Bobo Dioulasso, l'ASFB donc, représentera le Burkina Faso l'année prochaine en Ligue africaine des champions. Et ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.